Marcel Maroun ou Farba. Bonjour Marcel. Bonjour Sorne Fati, bonjour à nos chers téléspectateurs, ravi de les retrouver comme d'habitude dans Info Matin. On espère que la nuit a été paisible et que cette matinée est bien entamée. Bonjour à Malik Chandoum, à Chertiyan Diao et la surprise du chef, Oumi Samba. Oumi Samba, qui va nous accompagner, comme je l'ai dit tantôt, dans cette émission. Tout de suite, démarrons Info Matin avec les informations. Vous l'avez compris, Chertiyan Diao va vous servir la première tasse actuelle. Accident de 6 kilos, Chertiyan, les propriétaires des bus fixés sur leur sort le 25 janvier prochain. Oui, les deux mises en cause, Fati, ont tenté de dégager leurs responsabilités. C'était hier au tribunal de grande instance de Kaolack. S'agissant de Moussa Sow, il a nié être le propriétaire du véhicule. Selon Dakaractu, il dit qu'il appartenait à son défunt grand frère et que la recette était destinée aux enfants du défunt et à sa femme. Il dit ignorer complètement le code de la route et avait confié le véhicule au chauffeur décédé dans l'accident. L'autre propriétaire, Biramtine, dit avoir hérité du bus de son père et que la maintenance et le contrôle étaient assurés. Il a ajouté que c'est lui-même qui a acheté les pneus de rechange à hauteur de 120 000 francs CFA l'unité. Le président du tribunal et le parquet ont jugé cette somme dérisoire, donc délibérée, fixée le 25 janvier prochain. Fatigant. Les accidents, pour évoquer celui des motos Jakarta à Louga, le blessé a finalement succombé. Le jeune homme était depuis dans le coma à l'hôpital régional de Louga où il était interné. Le bilan donc de cet accident est finalement de 2 morts et un blessé. Pour rappel, il s'agissait d'un choc entre 2 motos Jakarta sur la route de Palais. L'un des conducteurs avait rendu l'âme sur place. Fatih. Et puis, beaucoup d'usagers impactés par la grève des transporteurs. Oui, la grève des transporteurs qui a causé beaucoup de désagréments aux usagers, surtout au terminus 35, le Pékin-Texaco. Les voyageurs attendaient impatiemment en bus pour rallier leur lieu de travail. Rares sont les cars qui étaient sur la route au grand regret des populations. Un reportage que vous suivrez dans le journal en Wolof avec Habib Faye, le mouvement d'humeur du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS. Le mot d'ordre a été très très bien suivi donc dans la région de Kaolack. Même le secteur du transport urbain a été paralysé. Ces transporteurs invitent l'État autour d'une table pour l'assouplissement des mesures qui vont, selon eux, à l'encontre de leurs intérêts. On va regarder donc ces correspondances signées Ousmane Dem et Fadigay. C'est le calme plat au niveau des gares routières de Kaolack. Le mouvement de grève a été bien suivi, de quoi satisfaire ces responsables du transport. On est très satisfait de ça, de même que la région de Kaffrine, avec Babou Diané à Karang, Sokone, Djahatelo, Omar Ndiaye, Passy, et Babacar Mbassis Foundiougne, Mara Gossas, et Ndiosmon, et Fatigue même, avec le président Pape Gueye et son vice-président Douta Faye, Mamadou Faye. Donc c'est l'ensemble des trois régions dont je vous parlais tout à l'heure qui sont allés en grève. Comme on l'a constaté dans toute l'étendue du territoire communal de la commune de Kaolack, la grève a été très bien suivie parce qu'il n'y a aucune taxi urbain qui s'est déplacé. À l'origine de cette situation, les mesures prises par l'État suite aux nombreux accidents de la route survenus ces derniers temps, occasionnant la mort de plusieurs personnes. On est très impacté parce que si tu demandes que les 7 places, les militaires enlèvent leur porte-bagages avec les bus, je pense que la voiture 7 places qui prend un nombre de 7 personnes avec peut-être 3 valises et des sacs, je pense que cette malle arrière ne peut pas les amener. Donc ce que je demande à l'État, c'est de tendre la main à Alassane Ndoye
de le recevoir avec son équipe et essayer de négocier. Ce qui est sûr, ils tomberont d'accord. Tout comme les usagers, ces chauffeurs et transporteurs estiment qu'ils sont aussi impactés par ces grèves. Ainsi, ils demandent à l'État de se retrouver autour d'une table pour une issue heureuse de cette situation. Nous parlons justice dans ce journal, Fatih, avec le doyen des juges qui a renvoyé en chambre criminelle l'affaire de viol opposant l'homme politique sénégalais Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr le 6 décembre dernier. Ousmane Sonko et son accusatrice ont été entendus au tribunal de grande instance hors classe de Dakar par le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire Sweet Beauty. Après leurs auditions séparées dans le cadre de l'affaire de viol, les opposants, le leader de Pastef et la masseuse de Sweet Beauté s'était retrouvé dans le bureau du doyen des juges Maham Diallo pour une confrontation. Adji Sarr, qui travaillait dans le salon de massage, accuse depuis février 2021 le leader de Pastef de viol répétitif et de menaces de mort. L'opposant et ancien député sous contrôle judiciaire depuis mars 2021 nie les faits dont il est accusé et soutient être la cible d'un complot tramé par ses adversaires politiques. Fodosila, choqué par la visite de Marine Le Pen au Sénégal, le président de SOS Racisme pense que la présidente du Front National, qui impute aux migrants tous les maux de la France, n'est pas la bienvenue sur les terres du pays du dialogue islamo-chrétien. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, c'est choquant parce que les intentions de Marine Le Pen au Sénégal pour cette visite ne sont pas bonnes. Elle n'est pas au Sénégal pour des bonnes raisons. Elle n'est pas venue tendre la main aux Sénégalais en disant nous allons enfin discuter sereinement des questions d'immigration. Elle n'est pas venue au Sénégal en disant il y a un projet de loi qui va arriver bientôt en France et vous pouvez compter sur moi pour défendre tous ces travailleurs migrants qui sont en France et qui font tourner l'économie française. Ceux qui travaillent dans le bâtiment, ceux qui vont chercher nos enfants dans les crèches tous les jours, ceux qu'on trouve dans la restauration, ceux qui sont dans les services de santé, ceux qui nous ont servi pendant la Covid. Donc Marine Le Pen ne vient pas au Sénégal en disant on va essayer d'avoir un débat apaisé. Au contraire, elle va continuer parce que c'est le fonds de commerce de ce parti politique depuis 40 ans de diffuser la haine raciale et de continuer à avoir une politique, un discours xénophobe en permanence. Marine Le Pen a demandé à ce qu'au lieu de tendre la main aux migrants qui viennent et qui meurent en mer, qu'on les rejette à la mer. Elle a inventé des termes elle-même comme ensauvagement. Elle a inventé des termes sur le fait que c'était incompatible de pouvoir composer avec les immigrés qui sont en France en permanence, en leur reprochant de tous les maux de la société française. Et donc à partir de ce moment-là, moi je pense que véritablement il est presque de sa part une nouvelle face à bon dans ce côté de ce parti qui diffuse la haine et la violence, que de venir voir un peuple comme le Sénégal, le pays de Senghor. Nous, c'est le pays de la Teranga. Senghor, minorité chrétien, a pu diriger un pays majoritairement musulman. Donc, pour un parti qui fait là aussi, qui passe son temps à faire dans ses discours de l'islamophobie, alors que nous, au Sénégal, on a appris à vivre chrétiens, musulmans, et puis animistes ensemble depuis des années. Et puis le coup de gueule de Cheikh Tidiane Gadio à l'endroit des dirigeants africains, incapables selon lui de prendre en charge les préoccupations des jeunes attirés par les djihadistes et passeurs. Selon le député et ancien ministre des Affaires étrangères, cette incapacité des dirigeants révolte les jeunes dans le continent. Cheikh Tidiane Gadio, que je vous propose d'écouter au micro de Chérif Dia et Alioune Diagne à Nouakchott. Si l'Afrique est la première au monde dans une question précise, c'est la question de la jeunesse. La Chine vieillit, l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit. Il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui rajeunit chaque jour. 70% de jeunes sur 1,3 milliard d'habitants, ça veut dire 1 milliard de jeunes. Avec 1 milliard de jeunes, comme disait un de mes regrettés amis aussi, un grand agronome, il dit 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras pour déplacer les montagnes, pour lever tous les obstacles, pour régler la question de l'agriculture, pour régler toutes les questions qui gênent le développement de l'Afrique. Mais ça veut dire qu'on reconnaisse à ces jeunes un autre destin que le destin malheureux qui est parfois fait aux jeunes en Afrique. Ces jeunes aujourd'hui sont dans une posture de révolte. Ces jeunes sont parfois dans une posture de vulnérabilité. Et ils sont attirés
par des marchands d'illusions, par des soi-disant djihadistes terroristes, par des passeurs pour la migration clandestine, pour l'exode. C'est comme s'ils étaient poussés à commettre un exode, quitter leur continent. Qui veut quitter son continent? Ces jeunes ont décidé de ne plus accepter d'être les riches les plus pauvres du monde et les pauvres les plus riches du monde. C'est ça la révolte des jeunes. Nos leaders sont interpellés. Les propos recueillis par Cherif Diaye Ndiaye, nos envoyés spéciaux à Nouakchott Fatidian. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure, plus précisément à 7h10, 7h15. Pour la version Wolof, ce sera notre prochain rendez-vous d'information. Tout de suite, la page internationale et nous restons avec cher Tidiane Diaw. Mort du vice-président Ali Diouf en Inde, cher Tidiane. Oui, le vice-président gambien Badara Ali Diouf est décédé en Inde, a annoncé ce mercredi la présidence gambienne par voie de communiqué. Le vice-président donc est décédé des suites d'une courte maladie en Inde où il suivait un traitement médical, a déclaré sur Twitter le président gambien Adama Barrow sans donner de plus amples détails. Badara Ali Diouf n'avait pas été vu en public depuis plusieurs mois. Le président Adama Barrow l'avait choisi comme vice-président en 2022 après avoir été réélu en décembre 2021 pour un second mandat. Il a précédemment été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie de 2017 à 2022. En juin dernier, Badara Ali Diouf avait exprimé son mécontentement quant à la conduite des affaires publiques, affirmant que des Gambiens avaient de grandes attentes et que le statu quo ne conduirait pas à un changement décisif. Au Pérou, au moins une personne est décédée lors de heurts entre manifestants et policiers à Macuzani, une ville andine du sud du Pérou, près de la frontière bolivienne, a annoncé ce mercredi dans un communiqué l'hôpital San Martín de Porres. Ce décès porte à 43 le nombre de morts depuis le début de la crise le 7 décembre dernier. Le communiqué parle aussi d'un pronostic vital réservé pour un homme de 30 ans blessé au thorax. Les manifestants qui proviennent majoritairement des régions andines du Sud exigent la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte, la dissolution du Parlement, une assemblée constituante et des élections. Ce décès survient alors que des milliers de paysans andins ont convergé ces derniers jours vers Lima pour prendre part jeudi à un grand rassemblement. Selon les médias locaux, le commissariat de la ville a été brûlé lors de ces heurts. Le Pérou est secoué par des troubles qui ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre dernier du président de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir afin d'enrayer le mouvement de protestation. Le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence pour 30 jours à Lima, Cusco, Callao et Puno, une des régions les plus affectées. Nous allons au Brésil à présent avec le président Lula Inácio da Silva qui a déclaré ce mercredi 18 janvier que les services de renseignement nationaux avaient failli le 8 janvier dernier, journée marquée par des émeutes menées par des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui ont envahi et saccagé des lieux du pouvoir à Brasilia. Ces nouveaux commentaires du président de gauche interviennent sur fond de critiques accrues à l'égard de l'armée pour son laxisme face aux manifestants pro-Bolsonaro. Lula a par ailleurs poursuivi mercredi la purge au sein de l'appareil militaire au service de l'exécutif. 13 militaires chargés de la sécurité ont été renvoyés, a annoncé donc ce mercredi le journal officiel. Ils faisaient partie du cabinet de la sécurité institutionnelle, une instance gouvernementale chargée d'assister le chef de l'État dans sa politique de sécurité nationale et de défense. Cette nouvelle intervient au lendemain donc de l'annonce du limogeage donc de 40 militaires affectés à la résidence présidentielle de l'Alvorada.
Et puis sport pour terminer, Fatih, avec la FIFA qui révèle que la finale France-Argentine de la Coupe a été comptée avec une part d'audience exceptionnelle de 80%. À titre de comparaison, 12 milliards de personnes devant un écran dans le monde entier. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Malik Thiandoum. Le nouvel